Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Mémorial de la Shoah. Nous sommes très heureux de vous retrouver si nombreux pour cette nouvelle saison des rencontres à l'auditorium du Mémorial. Vous pouvez retrouver l'ensemble de notre programmation des activités culturelles septembre-décembre dans cette brochure, avec plus de détails sur le site internet du Mémorial. Alors, la rencontre de ce soir est organisée dans le cadre de la rentrée littéraire et en partenariat avec l'Institut culturel roumain, dont je salue la directrice, Doana Marian, qui est parmi nous ce soir. Je vous informe d'une deuxième rencontre littéraire qui se déroulera le mardi 19 septembre en présence d'Agnès de Sarthe, qui publie Le Château des Rentiers, Élise Goldberg, Tout le monde n'a pas la chance d'aimer la carpe farcie, et enfin Aurélien Crésley pour son premier roman Par-delà l'oubli. Il reste des places, donc si vous souhaitez rencontrer ces auteurs et assister à cette rencontre, je vous invite à vous inscrire. Et pour cette première rencontre de la saison, nous sommes très heureux d'accueillir Sonia De Villers, Radu Ioannid et Lionel Duroy pour leurs ouvrages qui portent sur le destin tragique des Juifs de Roumanie durant le XXe siècle. Sonia, votre livre Les Exportés a été publié il y a tout juste un an chez Flammarion. Ça a été un franc succès à la fois critique et public qui a conduit à sa réédition au format poche aux éditions J'ai lu. Et dans ce récit, vous racontez, par le biais de l'histoire vécue par votre famille maternelle, le sort de milliers de juifs roumains qui, après la guerre et dans les décennies d'après-guerre, ont été victimes d'une traite massive d'êtres humains en étant échangés contre du bétail ou vendus par le régime communiste qui est en place à partir de 1949. Et jusqu'à la parution de votre livre, cette histoire était largement méconnue du grand public, mais elle avait été étudiée par l'historien Radu Ioannid, qui a publié un livre en anglais sur le sujet. Et d'ailleurs, Sonia, vous citez Radu Ioannid à plusieurs reprises dans votre récit et vous le remerciez à la fin de votre ouvrage pour les échanges que vous avez eus avec lui. Radu Ioannid, vous êtes historien et également ambassadeur de Roumanie en Israël, et vous êtes l'auteur de la somme La Roumanie et la Shoah, destruction des Juifs et des Roms sous le régime Antonescu 1940-1944, qui vient d'être réédité par CNRS Éditions dans une deuxième édition révisée et augmentée avec une préface de Serge Klarsfeld. Et dans cette somme qui fait autorité depuis sa première édition il y a environ 20 ans, vous montrez bien la spécificité et la virulence de l'antisémitisme roumain avant la guerre et durant la Shoah. Alors, Radu Ioannid, vous êtes également cité dans le dernier roman de Lionel Duroy, mais pas dans leurs ombres, publié par Mialet Barrault. Votre héroïne, Lionel Duroy, Adèle, qui est une jeune journaliste intrépide, mène une enquête in situ sur sa famille roumaine et elle va progressivement et brutalement également prendre conscience à la fois de la participation active et décisive des Roumains à la destruction des Juifs de Roumanie et à l'effacement dans la mémoire collective de cette réalité par le pouvoir communiste après la guerre. Ce sont donc 3 livres que nous vous proposons de découvrir ce soir. Un récit, un ouvrage scientifique et un roman qui se tiennent ainsi la main, qui se télescopent et se répondent pour éclairer à la fois l'histoire et la mémoire des Juifs de Roumanie. Et pour créer un dialogue entre nos invités, nous sommes très heureux également d'accueillir Valérie Lehoux, qui est férue d'histoire, qui est déjà venue au sein de cet auditorium et qui est rédactrice en chef
à Télérama. Vous êtes responsable de la rubrique Société, Livres et Enfants. Et vous avez publié il y a quelques semaines dans Télérama un article qui est une sorte de prélude à la rencontre qui va avoir lieu ce soir, où vous criez déjà les conditions d'un dialogue entre les trois auteurs et ces trois ouvrages. À l'issue de la rencontre, de la discussion qui va débuter à l'instant, nous vous proposons d'acheter 1, 2 ou 3 livres et de les faire signer par leurs auteurs. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup, évidemment, à vous trois d'être ici. Alors, comme nous sommes dans une maison d'abord de mémoire et d'histoire, bien sûr, j'ai envie d'abord de vous demander à vous, Radu Ioannid, de nous expliquer un peu ce qu'était la Roumanie de 1940. Julie, à l'instant, disait que dans cet ouvrage, qui est vraiment un ouvrage de référence, que vous avez d'abord publié en 2002, puis dans une nouvelle édition complétée au printemps dernier, vous nous expliquiez, vous nous montriez très bien la spécificité et la virulence de l'antisémitisme roumain. Tel que vous le montrez, je vais vous citer d'ailleurs, on a la sensation que c'est un antisémitisme profondément ancré dans ce pays, en tout cas à partir du XIXe siècle. Vous dites, la plupart des pères fondateurs de l'État roumain moderne qui se sont manifestés dans la politique, l'économie, les sciences sociales, la philosophie ou la littérature étaient antisémites. Oui, il y a pas mal de, je m'excuse, pas mal de gens en Roumanie et ailleurs qui n'aiment pas le fait que je dis souvent qu'on ne peut pas séparer la culture, les cultures roumaines du 19e et culture politique et pas seulement du 19e et 20e siècle de l'antisémitisme. L'antisémitisme faisait partie de la comment dit-on je m'excuse en anglais, social fabric. Bon, avant que je touche l'année 1940, j'aimerais, avec votre permission, dire quelques mots sur l'histoire des communautés juives roumaines, parce que c'est une histoire tout à fait fascinante. On devrait dire deux choses. Il n'y a pas eu de modernisation en Roumanie sans les Juifs. Les Juifs roumains ont eu un rôle extraordinaire dans le procès de modernisation de la Roumanie. Et puis, il faut dire deux autres choses. La Roumanie avait la troisième communauté juive d'Europe comme nombre, c'est-à-dire on parle de 760 000 juifs en 1930, et c'était une communauté unique, vraiment unique, à cause de la variété, à cause de la richesse de ces communautés. Il y avait des ultra-orthodoxes qui travaillaient la terre au Mar Moroch. Il y avait des juifs réformés ou orthodoxes qui étaient dans l'industrie comment dit-on, du bois en Bukovine. Il y avait des juifs réformés où les femmes et les hommes s'asseyaient ensemble dans une synagogue. Il y avait des yiddishistes dans le nord, des séfarades qui parlaient le ladino. C'était vraiment un kaléidoscope des communautés juives. Et malheureusement, ça n'existe plus. Il y a aujourd'hui en Roumanie peut-être 3000 juifs, la plupart vieux. Et quand j'ai publié récemment en Roumanie la préface du livre de Sonia, je dis là-bas que le régime communiste a réussi là où le fascisme roumain a échoué, c'est-à-dire d'avoir une Roumanie sans juifs. Et j'en viens maintenant avec mes excuses à l'année 40, mais j'ai pensé que c'est utile d'avoir une description de ce qui n'existe plus. Bon, l'année 40, c'est la venue au pouvoir d'un régime mixte, c'est-à-dire d'une part les gardes-fer qui sont des fascistes autochtones
indépendant de Berlin, très orthodoxiste, très imprégné de la religion orthodoxe, et du général plus tard maréchal Antonescu, qui était ce que quelque part Barrington Moore Jr. Appelait le fascisme honorable des fonctionnaires, c'est-à-dire quelqu'un qui haïssait les juifs, mais il voulait les tuer d'une façon ordonnée, systématique. Voilà, c'est ça l'année, le septembre 1940. Garde de fer, c'est une milice. Garde de fer, c'est un parti fasciste roumain, très violent, très endoctriné, et l'antisémitisme, pas seulement l'antisémitisme, mais l'antisémitisme en principal, l'orthodoxisme, la haie contre les minorités, la xénophobie, font tout partie de son programme. À partir de quel moment, est-ce que c'est à partir des années, fin des années 20, début des années 30, que cet antisémitisme que vous montrez intrinsèquement lié à ce que vous appelez la social culture, dont vous disiez tout à l'heure, enfin vraiment cette identité de l'État roumain moderne, à partir de quand est-ce qu'il va prendre, on va dire, des proportions qui vont vite devenir incontrôlables? C'est une très bonne question, parce qu'au XIXe siècle, nous avons plutôt un antisémitisme des élites culturelles, des élites politiques, qui descend lentement vers les classes populaires. Au contraire, entre les deux guerres, quand finalement les Juifs roumains ont des droits comme tous les autres citoyens roumains, jusqu'en 1937, il y a un très puissant courant de masse antisémite qui est divisé en deux partis politiques. La Garde de fer, qui a 18%, et le Parti national chrétien, qui a 8% ensemble, 25%, c'est-à-dire 1 sur 4 Roumains votaient antisémites. C'est ça la période entre les deux guerres. Et en commençant avec 1937, nous avons une série de gouvernements dictatoriaux sur l'emprise du roi Carol, jusqu'à septembre 1940. Cette histoire de la Roumanie et cette histoire singulièrement de l'antisémitisme en Roumanie, on l'a longtemps tue, elle a longtemps assez peu intéressé le public français. Et puis là, subitement, depuis quelques mois, on en parle beaucoup. Alors, vous êtes très nombreux ce soir. Et on en parle notamment aussi grâce à vous deux. Et c'est assez frappant de vous voir écouter Radu Ioannid avec tellement d'intérêt. Vous, Sonia, quand vous avez... Julie y faisait allusion tout à l'heure, pendant que vous écriviez votre livre, vous avez contacté M. Ioannid. En réalité, le déclenchement de l'écriture du livre, c'est le fait que ma mère, donc, qui a quitté la Roumanie communiste quand elle avait 14 ans, sa sœur avait 16 ans, avec mes grands-parents et mon arrière-grand-mère. Ils sont partis en 1961. C'est en fait donc, les travaux de Radu Ioannid, pas le livre dont nous parlons aujourd'hui, mais vraiment un autre livre de référence, donc, qui sont ses travaux dans lesquels il a mis au jour cette grande traite des Juifs de Roumanie, la façon dont le régime communiste les a monnayés, les a exportés, c'est comme ça que j'ai titré mon livre, les a troqués, les a vendus. En fait, ce livre, il a été publié en anglais et il a été publié en roumain. Et donc, il n'est pas paru en France. Donc, il a complètement échappé à ma mère et à notre entourage. Et puis, c'est le hasard, le bouche à oreille. Voilà. Elle l'a reçu un jour par courrier, plusieurs années après sa parution. Et en fait, c'est de voir le choc que ça a produit chez elle. Le choc que ça a produit chez elle de se dire, mais c'était nous. C'était nous l'objet de cette exportation. Et comme moi, je viens d'une famille qui a changé de nom depuis très longtemps, qui a complètement rejeté son identité juive, qui a complètement enfoui cette histoire, qui a, malgré elle, épousé, au fond, cette volonté du régime communiste de réécrire l'histoire et d'enfouir cet antisémitisme et la responsabilité de l'État roumain dans la Shoah perpétrée en Roumanie, je pense que de comprendre qu'en réalité, ils avaient pu quitter la Roumanie parce que c'était une filière juive et que en tant que juifs, ils avaient été, au fond,
monnayés comme des objets et comme de la marchandise, ça a été vraiment un choc. Vraiment un choc. Et en fait, ça a été le début d'un dialogue avec ma mère qui n'avait jamais eu lieu. Parce que tout est encore à vif, parce que rien n'est complètement cicatrisé de cet arrachement à son pays quand elle avait 14 ans. Et donc, en parallèle, il y a eu le dialogue avec ma mère, et puis j'ai eu un mal fou à retrouver Radu Ioannid parce que je ne l'imaginais pas ambassadeur, donc je l'ai cherché à peu près dans toute l'Europe avant de remettre la main dessus. Et donc, voilà, en lui disant, il y a des exportés, à ce moment-là, je ne les appelais pas encore les exportés, il y a des listes établies par le régime roumain, par la Securitate, la police politique roumaine, et par le passeur, qui a servi d'intermédiaire, et surtout, qui a été le grand logisticien de ce commerce. Et dans ces listes, il y a le nom de mon grand-père. Et il se trouve que Radu Ioannid a publié quelques extraits de ces listes. Le hasard fait que dans ces quelques extraits, il y a le nom de mon grand-père. Donc je lui ai écrit en lui disant, voilà, en bonne fille d'immigrés venant d'une famille qui a rejeté son passé, qui a coupé avec la Roumanie, qui a coupé avec son identité juive, je ne parle pas le roumain. Et très gentiment, Radu Ioannid m'a fait confiance et m'a envoyé par mail son texte en anglais dans une version pas encore rééditée. Voilà. Et en plus, il parle très bien le français. Donc oui, mais moi, j'ai pu m'appuyer sur ces travaux qui n'existaient pas en français. Donc, on parle de deux grands volets historiques, hein, évidemment. Oui. La Shoah, stricto sensu, et ce qui s'est passé pendant après. La guerre et ce qui s'est passé après. Lionel Duroy, sauf si je suis mal renseignée, je crois que vous n'êtes ni d'origine roumaine ni juif. Et pourtant, cette histoire vous passionne. Elle fait plus que vous passionner, elle vous obsède un peu, non? Depuis des décennies, on peut dire ça? Oui, depuis des décennies, oui. Je reprends un peu ce que vous disiez. Avant Radu Ioannid, il y a Caput de Malaparte, qui est, à mon avis, le plus beau roman sur la Seconde Guerre mondiale, le plus impressionnant, le plus fort, qui consacre un immense chapitre au pogrom de Iași. Et pour moi, c'est le premier choc. Je suis très intrigué par l'antisémitisme parce que je viens d'un milieu très antisémite. Et donc j'ai quitté ma famille comme ça assez tôt dans cette ambiance avec un de mes frères. Mais c'est vrai que la lecture de Caput très tôt est un choc parce que c'est la première fois que je lis sous la plume d'un romancier magnifique qui est Malaparte le récit d'une tuerie entre Roumains. Donc la population orthodoxe roumaine qui massacre ses voisins juifs. Iași est une ville qui est à la frontière de la Moldavie, qui à l'époque compte à peu près 100 000 habitants. On peut dire que la moitié est une population juive. Donc les gens vivaient dans l'antisémitisme que traduit Radu Ioannid, qui l'explique tout à fait. Mais malgré tout, les médecins sont juifs, le pédiatre est juif, le cordonnier est juif, le pharmacien est juif. Et en 4 jours, la population orthodoxe de Iași va massacrer 13 000 juifs. Nous sommes en juin 1941. On est fin juin 1941, juste après le 22 juin, qui est l'invasion par les troupes allemandes de l'URSS. Les autorités de Iași ont beaucoup préparé ça. J'ai récupéré beaucoup de dessins de l'époque où on voit un officier de l'armée rouge cacher un juif sous son uniforme. Donc on a les autorités roumaines du général Antonescu ont expliqué depuis plusieurs semaines, en mai-juin 1941, que la plupart des juifs étaient pro-communistes et que donc, lorsque la guerre allait éclater, les juifs auraient des chiffons rouges et des lampes rouges pour indiquer aux avions soviétiques comment bombarder la Roumanie. Et donc, d'ailleurs, les premières actions, c'est de ramasser toutes les lampes électriques, tous les chiffons rouges et tout ça. Et puis, il y a des affiches dans la rue. Donc, on prépare cette tuerie. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le départ de mon intérêt pour les pays de l'Est, parce que j'y ai toujours voyagé, mais ça a été vraiment un déclic. Et je me souviens avoir dit assez tôt à mes éditeurs, un jour, j'irai m'installer à Iași et je travaillerai là-dessus.
Et donc j'ai écrit Eugénia il y a quelques années. En 2018, hein, si je ne me ça. trompe pas. Radu, sur ce pogrom, vous consacrez à peu près une 40aine de pages. C'est un événement évidemment terrible, mais majeur de la Shoah en Roumanie. Vous faites allusion, vous expliquez aussi ce à quoi faisait allusion Lionel à l'instant, qu'il y a juste avant le début du massacre, il y a des affiches qui sont placardées dans la rue qui, ni plus ni moins, appellent au meurtre. En fait. Oui, absolument. C'est un pogrom qui a été préparé par la police secrète roumaine et par le deuxième bureau de l'armée roumaine, qui travaillait main de la main. Ils ont recruté ou re-recruté les informateurs, en général leurs informateurs en général membres des deux partis fascistes qui étaient interdits à ce moment donné, parce que nous sommes après le pogrom de Bucarest qui était en 41 janvier une sorte de Kristallnacht roumaine. Et pour en revenir au pogrom de Iassi, il y a deux phases. Il y a la phase pendant laquelle les Juifs sont tués par leurs voisins, par des gendarmes roumains, par des policiers roumains, par des voisins, comme Lionel l'a dit. Et il y a une deuxième phase où quelques milliers de Juifs, nous avons les chiffres exacts, sont embarqués dans 2 trains de la mort. Et le pourcentage des morts est 60%. Si on compare ça avec les trains qui sont allés de Drancy à Auschwitz, dans chaque train, il y avait peut-être une trentaine de morts, une vingtaine de morts, quelque chose comme ça. Il suffit de regarder. Ici, 60% des gens transportés sont morts à cause de la chaleur, à cause de la densité il y avait dans un wagon au moins 100-120 personnes. Et tout est très très bien décrit, pas seulement dans des documents, mais des photos. Il y a un petit livre que j'ai publié en français aussi sur le pogrom de Iassi. Ça a été publié il y a quelques années par Kalman Levy, où toutes ces photos existent chronologiquement, avec des légendes qui sont extraites, soit ces légendes appartiennent aux survivants, soit aux policiers ou à des témoins qui ont vu ce qui s'est passé. Après l'album Auschwitz, qui est seulement Auschwitz, comme vous le savez, c'est très probablement la meilleure histoire illustrée de la Shoah. Dans l'édition de ce livre, vous publiez quelques photos tout de même, notamment des photos extrêmement marquantes et on a beau savoir, on a beau essayer de comprendre, qui restent de toute façon complètement inconcevables, de gens, de passants qui se promènent dans la rue, dans des rues jonchées de cadavres quand même. Ce sont des photos qui ont été prises par les services secrets roumains, par des soldats allemands, et parfois ces photos ont été achetées par des militaires américains, par l'attaché militaire américain, parce qu'on les vendait à Bucarest et dans d'autres villes, et on parvenu très tôt à Washington. C'est une histoire très bien documentée, point de vue photographique. Dans ce pogrom de Iași, il y a un lieu, enfin, il y a plusieurs lieux évidemment, mais il y a un lieu qui est assez central, qui est la cour de la préfecture de police, que vous expliquez très bien dans votre livre, et que vous mettez en scène en quelque sorte, Lionel, dans votre livre. Comment, quand on est romancier, on approche d'un point de vue romanesque, un lieu chargé d'une telle horreur? La cour de la Questure, elle est très impressionnante parce que quand je travaillais sur l'écriture de Eugénia, qui est donc un roman précédent, essentiellement consacré d'ailleurs au pogrom de Iași, j'ai passé plusieurs journées, des heures en fait, assis dans cette cour, adossé au mur. Elle est dans une rue où passent les écoliers, des tas de gens. La Questure était un peu pitoyable, il y avait des bureaux, c'est tout. La cour était ouverte à tout le monde. Elle était encore pavée. Or,
les photos qu'évoque Radu Ioannid sont très impressionnantes parce qu'après le massacre à l'intérieur de cette cour, sur ces mêmes pavés, quelques jours plus tard, on a la photo de messieurs juifs contraints de nettoyer avec leur mouchoir tout le sang sur les pavés. Donc c'est très bouleversant en fait d'être assis dans cette cour, d'avoir toutes les photos avec soi, cependant que les Roumains n'ont aucune photo, d'avoir toutes les photos. J'avais évidemment le livre publié par Radu Ioannid chez Kalman Levy qui recense un certain nombre de photos et puis beaucoup d'autres photos et les témoignages. Cette photo effarante, par exemple, où tous les Juifs devaient entrer dans la cour de la Questure, et pour entrer dans la cour de la Questure, ils devaient traverser une haie de gens qui les battaient à coups de barres de fer, ou qui transperçaient leur corps avec des baïonnettes, de sorte que les gens à l'intérieur de la cour, assis contre le mur, ont la tête en sang, parfois les yeux qui sortent de l'orbite, d'autres sont en train de mourir. Toute cette foule est amassés dans la cour. On sait qu'ils vont mourir, puisque l'une des dernières scènes ensuite, c'est qu'ils mitraillent les gens. Il y a quelques très rares personnes qui arrivent à s'enfuir en passant par-dessus le mur. Ce que je veux dire par là, c'est que cette cour, quand j'y arrive, il y a donc 6 ou 7 ans, quand je commence à travailler sur Eugénia, personne ne sait ce qui s'y est passé. Voilà, personne. L'ambassade de France a exigé que sur la Questure, on mette, je crois que c'est à partir de 2007, qui marque l'entrée de la Roumanie dans l'Europe, il y a une petite plaque qui est très haute, comme ça, sur le bâtiment même de la Questure, sans rapport avec la cour. La cour reste ouverte aux 4 vents et avec ces mêmes pavés. Voilà. Et en fait, de passer des jours assis dans la cour, adossés comme ça, à regarder les gens qui se croisent sur la rue, et vous vous dites, c'est incroyable parce que je suis le seul à savoir ce qui s'est passé dans cette cour. Les Roumains ne sont pas informés. Ils ne savent rien. De toute façon, les livres ne sont pas traduits. Après, moi, j'aimerais bien que M. Radu Ioannid nous parle aussi de cette question-là. Pourquoi on ne trouve pas les livres traduits? Pourquoi on ne trouve pas Appelfeld traduit en roumain? Pourquoi on ne trouve pas Edgar Ilsenrath traduit en roumain? Je trouve que c'est une question de fond par rapport à une forme de négationnisme qui ne dit pas son nom. Mais en tout cas, c'est évident qu'installé dans cette cour et sachant ce qui s'y est passé, le roman se construit, en fait, forcément. Donc, là, je vous parle d'Eugénia, ce n'est pas le livre pour lequel je suis là aujourd'hui, mais peu importe. Mais le roman se construit, et Eugénia, pour moi, c'est le livre de la prise de conscience, c'est-à-dire que en 1941, dans un milieu très profondément antisémite, parce que tous les Roumains orthodoxes sont antisémites, dans une famille, il y a une jeune fille qui est étudiante, qui a 19-20 ans, et qui peu à peu prend conscience de ce que représente l'antisémitisme, qui quand même est un point d'interrogation dans ma tête depuis que je suis petit, quoi. Pourquoi on parle des Juifs en ces termes? Qu'est-ce qu'il y a chez les gens pour tout d'un coup faire des Juifs des boucs émissaires, quoi. Comme on faisait, moi je suis né en Afrique du Nord, donc comme les Français faisaient avec les Arabes. Tout était toujours les Arabes, les Bougnouls, etc. Et après, le même discours sur les Juifs. Donc c'est une espèce de question fondamentale à laquelle j'ai jamais eu de réponse. C'est pour ça que je suis parti m'installer à Iași, mais je voudrais comprendre l'objet de la haine, voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que depuis 2-3 ans seulement, tout d'un coup, cette Questure est devenue le musée du pogrom, que la cour désormais a des grilles, que dans la cour, vous entrez et il y a d'immenses photos, qui sont les photos qu'évoquait Radu Ioannid, c'est-à-dire des Juifs massacrés dans cette cour. Elle existe maintenant, cette photo, elle est dans la cour, 1 mètre sur 1,80 m, etc. C'est-à-dire qu'on ne peut pas plus ignorer ce qui s'est passé dans cet endroit. J'espère que je n'ai pas parlé trop longtemps, pardonnez-moi. Ah, pas du tout, c'est tout à fait passionnant. Lionel, vous disiez que Eugénia, c'était le livre d'une prise de conscience, mais celui-là aussi, c'est le livre d'une prise de conscience de votre héroïne, qui s'appelle Adèle, qui est journaliste française, d'origine roumaine, et qui
à la faveur d'un reportage un peu par hasard, en fait, va découvrir vraiment le passé antisémite de la Roumanie, et en l'occurrence de sa famille. Alors, à cette table, on a quand même une journaliste française d'origine roumaine, et juive, d'origine juive. Monsieur Ioannid nous parlait tout à l'heure, faisait allusion juste avant, ou quelques temps avant, ce terrible pogrom de Iași, il y a eu des massacres à Bucarest, où votre grand-père a bien failli perdre la vie. A été raflé. N'étant pas écrivaine de métier, je pense que cette semaine-là, j'ai découvert le pouvoir des mots. Vraiment. Je pense que je ne l'oublierai jamais. La semaine où il a fallu rédiger ce chapitre-là, de ce qu'on appelle pudiquement la révolte de la garde de fer en janvier 1941 à Bucarest. Donc Gabriella et Harry sont de jeunes mariés, se sont mariés en 1935, mes grands-parents. Elle vient d'une famille juive d'illustres intellectuels. Lui, il vient d'une famille juive de petits bourgeois beaucoup plus modestes. Et encore une fois, il porte un nom juif qui est donc le nom de mon grand-père, qui a été américanisé à la faveur d'un détour par une immigration américaine, et puis sont revenus en Roumanie. Donc il s'appelle Grunberg, et encore une fois, ces gens ne sont ni croyants ni pratiquants, et ils ont mis à distance déjà avant la guerre cette identité juive. Il y a deux choses, en fait. Il y a ce que l'histoire s'est empressée d'effacer. Donc, il y a une volonté politique de l'effacement. Et puis, il y a ce qui se passe à l'intérieur des familles. Et les deux, évidemment, se croisent, se nourrissent et se répondent. Et de reconstituer ce que Gabriella et Harry ont pu vivre en janvier 1941 à Bucarest, où ça a été une furie qui a duré plusieurs jours, où la population courait accompagner les miliciens pour désigner les immeubles et les appartements où vivaient des Juifs, où les Juifs ont été raflés, emmenés à la préfecture, torturés, pour certains emmenés dans un bois où ils ont été exécutés, et d'autres, dont mon grand-père, emmenés aux abattoirs de la ville, exécuté d'une balle dans la tête, accroché et éviscéré avec des pancartes avec marqué viande cachère. Si je vous donne les détails, c'est que là aussi les photos existent. Il se trouve que à la dernière minute, un ouvrier de l'usine dans laquelle mon grand-père travaillait, il était ingénieur, est venu le récupérer, arguant de son statut de travailleur indispensable, et l'a sorti de là. Et c'est si étrange de savoir que dans ma famille, on ne m'a jamais caché le fait d'être juif, qu'on m'a toujours raconté ça avec une indifférence totale, que ce pogrom, on me l'a raconté comme quelque chose de banal, comme quelque chose de folklorique, comme quelque chose d'anecdotique. Je n'ai jamais entendu une once d'émotion, de peur, d'angoisse quand on m'a raconté ça. Et je n'avais jamais pris conscience que la mort rôdait, que la menace était là. Jamais. Et en fait, rien dans le discours de mes grands-parents ne pouvait le laisser penser. Donc, c'est là, en le reconstituant, il y a 3 ans, quand j'ai écrit le livre, avec les documents dont parle Radu Ioannid, qu'il a fallu écrire le chapitre où je me suis mis dans leur peau, en me demandant... voilà. Et quand je vous dis, c'est là que j'ai compris le pouvoir des mots, c'est là que j'ai vraiment été envahie d'une peur immense et d'une douleur immense, et j'ai trouvé que l'écriture de ce chapitre était insurmontable. Une fois que c'était surmonté, c'était fait, mais il fallait s'approprier ce récit, et c'était pas rien. Et c'était clairement pour vous le chapitre le plus difficile à écrire. Absolument. Le pouvoir des mots et le pouvoir de la littérature, au-delà de la connaissance purement historique. Vous parliez évidemment de Malaparte, Lionel. Dans votre livre, vous faites beaucoup allusion à Ilsenrath et Appelfeld. Oui. Qu'est-ce que la littérature peut apporter, à votre avis, de
peut-être de plus immatériel ou de plus sensible à la mémoire? Je trouve, je le dis devant M. Radu Ioannid, dont j'aime énormément le travail, puisqu'il m'accompagne depuis son premier livre en 2002. Je le dis devant lui, j'ai le sentiment que les romans sont plus puissants pour rendre l'état de la violence, en fait. Vous voyez, j'ai beaucoup travaillé sur Matatias Karp. C'est une somme de documents absolument considérable sur les ouvrages de Radu Ioannid. Mais ce qui m'a fait prendre conscience de la violence de tout ça, c'est Caput, c'est Vassili Grossman. Ce sont la plupart du temps des romans, en fait, qui nous bouleversent. Et je crois, moi, je passe un peu pour ça par la littérature, parce que j'ai l'impression qu'on embarque les gens, en fait, dans un roman. Et dans ce roman-là, j'ai créé un personnage qui représente ma stupeur et mon effarement quand j'ai cherché à retrouver les lieux du génocide commis par l'armée roumaine. Voilà. La nouvelle, c'est pas que l'armée roumaine a exterminé 350 000 juifs de façon absolument effrayante, à tel point qu'un type comme Ollendorf, qui est un des plus grands criminels de guerre quand même, a écrit en se plaignant de la façon dont l'armée roumaine abattait les juifs, en disant qu'il fallait travailler plus proprement et de façon militaire, dit-il, puisque lui, il commandait les Eisengruppe qui tuaient les juifs derrière la Wehrmacht. C'est pas l'effarement de découvrir le génocide, parce qu'il est exprimé dans les livres d'histoire. Mon effarement, en fait, en parcourant l'Ukraine, la Moldavie et les confins de la Roumanie, c'est de voir qu'on a totalement effacé les traces des morts, que les régimes communistes appellent les Juifs assassinés des citoyens soviétiques. Non, ils ont été massacrés parce qu'ils étaient juifs, ils n'ont pas été massacrés parce qu'ils étaient des citoyens soviétiques. C'est de passer des heures à discuter avec des Russes, j'ai une traductrice, avec des Russes qui habitent les maisons des Juifs à Sekourény ou à Tchernovitch, et que les gens qui habitent ces maisons ne savent pas que des Juifs ont vécu là. Qu'on voit les chambres des enfants, c'est leurs enfants qui habitent les chambres des Juifs qui ont été massacrés. Mais c'est ce que raconte Appelfeld dans Histoire d'une vie et dans la plupart de ses romans. Il est de Tchernovitch, donc on s'installe à Tchernovitch et on essaie de retrouver l'atmosphère du petit Aaron Appelfeld, qui a 8 ans. Voilà. Et personne ne le sait. Donc on ne traduit pas Appelfeld. Et les passages les plus douloureux de Appelfeld, c'est quand il a 8 ans, qu'il tient là. On a tué sa mère, hein, ce sont les Allemands qui ont tué sa mère, c'est pas à mettre au compte des Roumains. On a tué sa mère, et ensuite, c'est les fameuses marches de la mort, où la façon dont les Roumains ont décidé d'exterminer les Juifs, c'est de les faire marcher pendant des mois jusqu'en Transnistrie pour qu'ils tombent morts. Et Appelfeld, il le raconte. Il tient la main de son père et à plusieurs reprises, il dit « Si je lâche la main de papa, je coule dans la boue et je meurs. » Et il entend les autres enfants qui se noient dans la boue. Et il décrit la souffrance du père qui peu à peu se décharge de tous ses habits pour arriver à sauver le petit garçon jusqu'au camp de Transnistrie. Et on sait qu'ensuite, il va s'évader du camp, il va errer en Ukraine, dans les forêts d'Ukraine, et qu'il va être ramassé par l'armée rouge en 1944-1945. On va le retrouver bien plus tard, écrivain en Israël. Mais tous ces moments-là, quand vous vous installez à Tchernovitch, quand vous vous installez à Mogilev, là où était emprisonné Edgar Ilselrat, il raconte 3 ans et demi dans le ghetto, dans le camp où tout le monde meurt à l'intérieur de Mogilev. Donc je m'installe à Mogilev, je mets d'abord des jours à essayer de reconstituer où était l'endroit du ghetto. Je discute avec la mairie, ils me disent qu'il n'y avait pas de juifs à Mogilev. Mais c'est hallucinant, en fait, la façon dont c'est effacé. En fait,
c'est bouleversant, quoi. Parce que vous avez en tête l'histoire du petit garçon. Voilà, ce sont deux écrivains. Il y a deux grands témoins. Ce sont ces deux écrivains juifs qui ont écrit là-dessus. Ils ne sont pas traduits. Donc les gens de leur ville ne savent même pas qu'ils ont existé. Il n'y a pas de tombe, il n'y a pas de nom. Et quand vous tombez sur des tombes communes, il y a marqué que ce sont des citoyens soviétiques. Et vous êtes dans les villages, et je connais les maisons construites par les Juifs en bois assez Kouréni, par exemple, toujours avec une galerie qui court autour, le grand toit et tout ça. Et ce sont des Russes qui vivent là depuis maintenant, je ne sais pas, 46, 47, je ne sais pas. Mais c'est terrible, en fait, de penser qu'on les a tués 2 fois. Voilà. Une première fois, ils sont morts dans des conditions épouvantables, qu'on peut lire sous la plume d'Appelfeld, et une deuxième fois parce que vous cherchez leur tombe et qu'elle n'existe plus. Voilà. Et c'est ça l'effarement. En fait, c'est ça que je voulais décrire. Donc j'ai choisi, j'ai créé un personnage de femme qui est d'origine roumaine, qui déteste la Roumanie parce que la Roumanie, pour elle, c'est à l'image de ses parents, c'est-à-dire, vous savez ce que c'est que des immigrés en France, hein, ils n'ont pas un rond, on les montre du doigt, ils parlent mal le français avec un accent roumain, ils habitent un appartement pauvre, assez dégueulasse, ils ont peur de tout, et elle est la fille unique d'un couple comme ça qui a fui en 83, elle est née en 85, elle n'est jamais allée en Roumanie. Et pour elle, la Roumanie, c'est à l'image de ces deux personnes-là. Elle aime beaucoup ses parents, mais voilà, ça ne donne pas envie, quoi. Et puis, elle finit par aller dans ce pays, et c'est ça qui m'intéressait. C'est une journaliste mal élevée, c'est une journaliste assez brutale. C'est une gosse en France qui est une immigrée en France, voilà. Et les immigrés en France, ils n'ont pas quand même la bonne part, quoi. Et puis, à un moment, mal élevée, mal éduquée, tout ça, elle se retrouve à... Parce qu'elle est journaliste, elle se retrouve à partir en Roumanie parce qu'elle est la seule à parler le roumain. Et voilà ce qui va se passer. Elle va comprendre ce que c'est que ce pays. Et notamment à travers la lecture d'Ilsenrath et d'Appelfeld. Alors évidemment, ce qui n'enlève absolument rien à la force évocatrice extraordinaire que peut avoir la littérature. Il faut dire quand même que dans le livre de Radu Ioannid, il y a une série de témoignages à un moment, notamment sur les déportations en Transnistrie. Je vous avoue que, je ne vais pas dire ce que... Voilà, mais ma petite expérience, c'est que j'ai été obligée de faire une pause pendant la lecture, tellement c'est puissant, fort, terrible, et ça n'amène pas de commentaire à part la sidération absolue. Monsieur Ioannid, vous montrez aussi très bien quelque chose qui est assez compliqué à comprendre. C'est la complexité de cet antisémitisme roumain et de ce dirigeant, donc le maréchal Antonescu, qui finit par s'éloigner de la garde de fer, ou par éloigner la garde de fer, par excès d'antisémitisme. Notamment, vous dites que ça peut porter à quelque chose de tout à fait incroyable. Ça peut avoir de mauvaises conséquences économiques. Et puis qui va entretenir tout au long de la guerre des relations, quand même, toujours avec des représentants de la communauté juive. Oui, c'est vraiment une histoire compliquée. Je n'oserais pas dire que Antonescu a écrasé la garde de fer à cause des excès antisémites. Il les a écrasés parce que c'était une compétition brutale pour le pouvoir. D'ailleurs, il y a une histoire très intéressante qui n'est pas connue. À Berlin, les nazis étaient divisés sur Antonescu, sur la Roumanie, parce que Hitler et le ministère des Affaires étrangères et le grand état-major allemand soutenaient Antonescu parce qu'il avait 2 intérêts en Roumanie. Pétrole, l'armée roumaine. L'armée roumaine et le pétrole. Au contraire, le SS, le SD, le parti nazi soutenaient les gardes de fer. Point de vue idéologique, il était plus proche d'eux et l'idéologie était leur épine dorsale. Antonescu était un antisémite sauvage, mais il voulait détruire les Juifs en utilisant la législation, les lois, les organes d'État. Même pendant le pogrom de Iassi, ou après le pogrom de Iassi, il a dit que ce n'est pas la population. Le rôle de la population, c'est le rôle de la police et de l'armée. Faites attention, la population ne devrait avoir rien.
là, son relation avec la communauté juive n'est pas une relation avec la communauté, c'est une relation personnelle avec le chef de la fédération des communautés juives, Filderman, qui était un héros, en effet, un résistant et qui a été aussi déporté en Transnistrie. Ce qu'il se passe en Roumanie, c'est une histoire très, très étrange. C'est-à-dire, après toute cette sauvagerie, après toute cette destruction systématique et désordonnée des Juifs roumains, spécialement en Bessarabie et Bucovine, je m'excuse, et après leur destruction, et la destruction aussi des Juifs locaux en Transnistrie, des centaines de milliers de gens, Juifs roumains et Juifs ukrainiens, quelque chose se passe. C'est-à-dire, il y a des fortes pressions occidentales. Nous sommes pendant l'automne de 1942. Il y a des pressions de la part du Vatican, Croix-Rouge, même un chantage américain qui dit si vous continuez avec les Juifs comme ça, on va interner aux États-Unis les Roumains. Ils l'ont fait avec les Japonais, pas de problème. Et ils commencent à ralentir, c'est ça le mot. En 1943, déjà, c'est-à-dire, c'est le moment, l'automne de 1942, quand ils arrêtent, les autorités roumaines, les déportations des Juifs et des Roms en Transnistrie. En 1943, nous sommes après Stalingrad, et les Juifs, dans les yeux des autorités roumaines, commencent à être une monnaie d'échange, une potentielle monnaie d'échange pour acheter la bienveillance des Américains et des Anglais. Et tout change. C'est le contraire de l'Hongrie qui accélère la destruction des Juifs en Grande Hongrie à la fin de la guerre. C'est tout à fait le contraire. Et c'est pour ça, je m'excuse, que la moitié des Juifs roumains vont survivre la Shoah. Parce qu'on est, vous disiez, à peu près 760 000 en 1930, fin de la guerre, 350 000 à peu près. Exactement. Et donc, ce que vous pointez là, c'est quand même assez troublant, parce que ça veut dire qu'à partir de 1943, quand on voit, à cause des pressions internationales, et quand sans doute le pouvoir roumain voit que peut-être le conflit va tourner au désavantage de l'Axe, il commence à se dire que les Juifs peuvent servir de monnaie d'échange, ce qui finalement sera le cas 20 ans plus tard. Oui, absolument. Écoutez, pour Israël, la Roumanie devient le plus important réservoir humain en Europe de l'Est. L'Union soviétique à ce moment ne va pas permettre l'émigration des Juifs soviétiques. Au contraire, la Roumanie va le permettre en commençant avec 1945 et évidemment après la création de l'État d'Israël. C'est exactement ça la liaison entre les deux phénomènes. Mais vous avez raison de signaler que c'est Stalingrad qui marque le tournant quand même, parce que c'est exprimé y compris dans les lettres de Ion Antonescu et tout ça. Stalingrad, on voit qu'il a compris qu'ils allaient perdre la guerre. Vous ne pensez pas? C'est-à-dire Stalingrad, c'est la fin de 1942, c'est le début de 1943. Il n'y a pas vraiment une bonne coordination entre les Allemands et les Roumains en ce qui concerne la tuerie, la destruction des Juifs roumains. C'est-à-dire les Allemands veulent que ça se passe d'une façon ordonnée, les Roumains sont très désordonnés. Les Allemands veulent que les Juifs déportés en Transnistrie restent en Transnistrie. Les Roumains essaient d'envoyer au-delà de Bug une trentaine de milliers de Juifs, et c'est Eichmann et Ribbentrop qui disent c'est pas possible, nous avons un accord. Il n'y a pas de coordination. Et quand en 1942, les Allemands font pression sur les Roumains en disant donnez-nous tous les Juifs pour Belzec, et à Belzec il n'y a pas de survivants. C'est pas comme à Auschwitz. À Auschwitz, au moins, il y a une minorité de Juifs qui sont soumis au travail forcé, sélectionnés pour travail. À Belzec, tous les gens meurent. Ils disent, nous avons voulu vous donner nos Juifs, maintenant vous venez. La Roumanie est un pays indépendant. Il aime être indépendant. Il était indépendant en 1958, quand les Russes se sont retirés. C'est toujours comme ça. C'est de la fronde, c'était de la fronde, mais c'était aussi, Antonescu a dit, attendons jusqu'en 1943. C'était un désastre la déportation, on va voir pendant le printemps de 1943.
il y a une pression, il y a la reine-mère qui dit « si vous continuez, je prends mon fils et je quitte le pays ». Il y a beaucoup de facteurs et moi, je ne sais pas qui est le facteur déterminant. Sonia, donc vous, votre famille qui a quitté la Roumanie à la faveur, entre guillemets, et qui n'a pas été déportée. C'est exactement. On rentre exactement dans cette histoire. C'est-à-dire que à la fin, les Juifs de Roumanie, les Juifs de ce qu'on appelle le Vieux Royaume, et donc de Bucarest, n'ont pas été déportés. Et donc c'est des gens qui ont vécu dans cette espèce de menace que raconte très bien l'écrivain Mireille Sébastian dans son journal. C'est-à-dire qu'ils vivent dans une sorte de fièvre antisémite qui engloutit le pays, qui engloutit la ville, leur quotidien change, ils vivent sous les discriminations, les taxes, les impôts, les entraves, les interdits, etc. Et puis à la fin, ils ne sont pas déportés. Et je pense que aussi, dans la complexité de ce que ces Juifs-là n'ont pas transmis à leurs enfants et n'ont pas transmis à leurs petits-enfants, il y a ce que moi, je ne savais pas qualifier autrement qu'en détournant une expression française de dire qu'au fond, c'est un non-lieu. C'est-à-dire que ça n'a pas eu lieu, finalement. C'est-à-dire que les Juifs de Bucarest n'ont pas été déportés. C'est un non-lieu. Et c'est comme s'ils n'ont pas survécu, ils n'ont pas échappé. Tout était prévu. Hein. Les trains pour partir au camp de Belzec en Pologne, tout était prévu. Et ça n'a pas été fait. Et je pense que ça aussi, ça a pesé dans ce qu'on ne pouvait pas transmettre et ce qu'on ne pouvait plus raconter après la guerre. Vous publiez ce livre il y a pile un an. Je crois que le premier tirage, c'est 7000 exemplaires. On en est à plus de 40 000 vendus. Il sort en poche. J'apprends là qu'il sort en Roumanie, traduit il y a 15 jours. Roumain. Et dans la version poche, vous signez une postface. Bon, le livre est formidable, passionnant. Voilà, on l'a beaucoup dit, et à juste titre. Et je trouve la postface terriblement touchante, parce que vous y évoquez d'une part les difficultés familiales aussi que tout cela, enfin la douleur familiale que tout cela suscite, et les réactions des Roumains que vous avez pu rencontrer sur place à la faveur de la sortie. C'est-à-dire que j'ai été invitée à Bucarest pour le Salon du Livre au mois de décembre l'année dernière. Le livre n'était pas encore traduit, donc il n'avait été lu que par des Roumains francophiles, et il y en a encore beaucoup à Bucarest. Et c'est là où justement, c'est-à-dire que c'est toute la complexité de cette histoire, c'est-à-dire qu'à partir de la fin des années 50, la Roumanie met en place petit à petit un troc où les caisses du régime sont vides. La Roumanie a besoin de moderniser son agriculture, elle a besoin de moderniser son élevage, elle n'a pas de quoi acheter du matériel agricole, elle n'a pas de quoi acheter du bétail, et petit à petit, un commerçant, un spécialiste d'import-export qui s'appelle Henry Jacober, qui est lui-même un juif né en Hongrie et naturalisé citoyen britannique, fait des allers-retours entre et sort du pays et va mettre en place une filière au sein de laquelle des prisonniers politiques, mais aussi des familles, des citoyens lambda, vont être négociés. Leur départ, leur visa pour le départ va être négocié contre du matériel agricole. D'abord tête par tête, ensuite famille par famille, ensuite des listes entières. Et puis ensuite, ça deviendra un deal à grande échelle entre deux pays, la Roumanie et Israël. Mes grands-parents sont partis en 61 avant que ça ne devienne un deal à grande échelle entre la Roumanie et Israël. Et ça pose évidemment la question en 1961 de ce que c'est qu'un juif en Roumanie. Un juif qui ne porte plus de nom juif, un juif qui ne se sent pas juif, un juif qui a adhéré au Parti communiste dès le lendemain de la guerre, un juif qui n'a jamais rien raconté à ses enfants du pogrom de 41. Mes grands-parents n'ont jamais raconté à Léna et Marina, ma mère et ma tante, ne jamais raconté un mot de la révolte de la garde de fer. À nous, on nous l'a raconté de manière complètement anodine. À ma mère et à ma tante, jamais un mot. Voilà. Donc, pourquoi ces gens-là étaient au fond toujours des juifs, toujours rattrapés par cette identité juive et à jamais des citoyens pas comme les autres. Et justement, c'est ça qui est très intéressant, c'est que Julie, qui nous a introduite tout à l'heure, dit ce destin tragique. Non. C'est-à-dire, grâce à ce commerce, ils ont pu fuir la Roumanie. Et il fallait qu'ils partent. Alors, ça a été un déracinement d'une violence inouïe,
dont probablement ma mère ne s'est jamais remise. Mais, et probablement que la sortie de ce livre rouvre des cicatrices, et ça fait très mal. Donc elle le vit très mal, en réalité, ce livre, alors qu'elle m'a accompagnée tout au long de l'écriture, des recherches, et que ça a été vraiment un travail pas du tout à quatre mains. C'est mon livre, c'est mon texte, mais ça a été vraiment énormément de dialogue et de relecture de sa part. Elle le vit très très mal. Pour elle, c'est extrêmement douloureux. Le côté public, de rendre publique une identité juive, ce qui va à l'envers de toutes les injonctions familiales, au fond, et moi qui m'appelle De Villers, c'est-à-dire qui porte le nom de mon père, c'est-à-dire un nom bien français, et qui suis la voix de la France, parce que je parle tous les matins à France Inter, qu'est-ce que j'avais à aller raconter une histoire d'immigrés, une histoire de juifs? Ça lui est insupportable, voilà, et douloureux, voilà. Et quand Julie disait le destin tragique des juifs, c'est ça toute la complexité de cette histoire, c'est-à-dire qu'ils devaient partir. Ma grand-mère a été exclue du Parti communiste, mon grand-père a été exclu du Parti communiste, la maison était surveillée jour et nuit, ils étaient sur le point d'être arrêtés, ils n'avaient plus aucun revenu, ma mère et ma tante n'étaient plus scolarisées, il fallait partir. C'était vraiment une question vitale, il fallait partir. Donc ça a été une chance de pouvoir partir. Et c'est ça qui est étrange, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a des milliers de juifs, des dizaines de milliers de juifs qui ont eu la chance de pouvoir partir, et des centaines de milliers de Roumains non juifs qui auraient voulu partir, probablement pas forcément dans ces années-là, mais en tout cas dans les années qui ont suivi. Et c'est vrai qu'arriver à Bucarest et échanger très librement dans les rencontres avec des gens qui connaissaient cette histoire, parce qu'elle est documentée, elle est tout à fait connue en Roumanie, beaucoup plus qu'en France, dans la communauté roumaine en France. Et c'est vraiment... Voilà, c'est-à-dire que moi, j'ai raconté cette histoire en 2022, d'un point de vue français. Voilà, c'est exactement ce que raconte Lionel à travers son personnage. C'est-à-dire que son personnage d'Adèle, elle regarde tout ça depuis le XXIe siècle, depuis sa culture et depuis son enfance et depuis son histoire, qui est une histoire passée à l'Ouest, en démocratie, et très loin de la guerre froide, très loin du régime communiste. Donc, ce qui, moi, m'a paru être un grand scandale d'État et une grande faillite morale, m'a été renvoyé à la figure en disant non, c'est un privilège, c'est pas une discrimination, c'est pas une monstruosité d'échanger des juifs contre des porcs, c'est un privilège de pouvoir partir, c'était une chance de pouvoir partir. La vérité est quelque part entre les deux, bien entendu, et c'est ça qui est très intéressant, comme ce personnage de passeur est un personnage complexe, c'est-à-dire qu'à la fois il a permis à des centaines et des centaines de familles de quitter la Roumanie, et des familles qui le voulaient. C'est une histoire qui finit bien, ça n'est pas un destin tragique. C'est une histoire de gens qui vont vers l'Ouest, qui vont vers la lumière, qui vont vers la démocratie et la liberté, et qui peuvent élever leurs enfants en démocratie. C'est une histoire qui finit bien. Et donc ce passeur permet, parce qu'il a été très loyal dans le business, hein, manifestement, à des centaines et des centaines de familles de sortir de ce pays cadenassé à triple tour. D'un autre côté, c'est manifestement quelqu'un d'un immense cynisme qui s'est rempli les poches et qui a fait du business. J'aurais voulu poser une question à M. Radu Ioannid, parce que sur l'antisémitisme des communistes qui prennent le pouvoir en 1949, en 1949, Anna Poker, qui va être, je crois, la première ministre des Affaires étrangères du régime communiste de Georgiou Dej, Anna Poker est juive. Et donc, à un moment même, on a pensé, en 50, 51, mais ça, monsieur Radu Ioannid nous le dira mieux, qu'elle aurait pu être la première, à la place de Georgiou Dej, c'est-à-dire la première leader communiste de Roumanie. Elle est juive. Et alors, comment se passe ce tournant des communistes? Parce qu'au fond, en 1949, on pourrait croire que, puisqu'il y a même des juifs au gouvernement, que beaucoup de juifs sont communistes, le régime ne va pas être antisémite. Et pourtant, il le devient très vite. Et d'ailleurs, Anna Poker, elle disparaît des listes. Oui.
on ne peut pas nier l'antisémitisme communiste. Les Juifs, parce qu'ils ont été opprimés, parce qu'ils voulaient continuer de opprimer pendant la Deuxième Guerre mondiale, discriminés, tués, ils voulaient continuer de vivre en Roumanie. Et il y a deux tendances générales. Il y a des gens qui veulent s'assimiler, point de vue ethnique, mais aussi point de vue politique. Et très vite, comme vous l'avez déjà suggéré, le régime devient antisémite. Il y a des procès antisionistes. Au début des années 50, il y a des dizaines de sionistes et membres des organisations juives qui sont mis en prison. Et d'autre part, il y a une émigration qui s'accroît avec une grande pause entre 52 et 58. C'est-à-dire, les Juifs ont été surreprésentés jusqu'à un moment donné dans certaines sphères du pouvoir, commerce extérieur par exemple. Il y a un autre procès pour les Juifs qui travaillaient dans le commerce extérieur. Mais très vite, ils sont éliminés, et spécialement quand il s'agit du ministère des Affaires étrangères, ministère de l'Intérieur, ce qu'on appelle en anglais « Power Ministries ». Mais il faut dire quelque chose plus exact de point de vue historique sur la vente des Juifs. Premièrement, les ethniques allemands les Allemands ont été aussi vendus à la République fédérale d'Allemagne. Et l'histoire de cette vente des Juifs est très compliquée. On disait auparavant, pendant les bons temps, qu'il faut être deux pour danser. Maintenant, c'est un peu différent, n'est-ce pas? Mais je peux vous dire que j'ai découvert récemment un document original en Israël qui m'a été donné par la famille du premier ambassadeur israélien, premier chef de légation, Reuven Rubin, qui était un artiste d'origine roumaine, qui en 1948 va à Anna Pauker. C'est le début de l'histoire et je ne savais pas quand j'ai écrit ce livre. Elle lui offre 3 millions de dollars pour 50 millions de Juifs. La suite, silence. Puis en 1950, c'est un document original, un rapport en anglais, je ne sais pas pourquoi en anglais, parce que je ne connais pas l'hébreu. Moi, je n'ai pas compris, Radou. En fait, qui propose quoi? C'est-à-dire l'État d'Israël, ouais, à travers Reuven Ruvin, ouais, qui est le chef de légation, à Anna Pauker, qui est le ministre des Affaires étrangères. 3 millions de dollars pour 50 millions de Juifs. 50 000 Juifs roumains qui partiraient en Israël. Mais qui ne vont pas partir parce que le deal n'est pas accepté. Et puis, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a un monsieur qui s'appelle Ephraim Ilin, qui vient avec 2 bateaux pleins d'outillage pétrolier américain sous embargo. Parce que Truman a dit aux Roumains, je ne vous vends pas de l'outillage pétrolier. Rappelez-vous, s'il vous plaît, que les Américains, les Anglais ont bombardé Ploiești, parce que la Roumanie était un grand producteur de pétrole. Et puis les Russes viennent et prennent tout ce qu'il reste. Et ils sont désespérés, ils veulent exploiter le pétrole, extraire le pétrole. Et Ephraim Ilin vient avec 2 bateaux, et contre ces 2 bateaux avec de l'outillage pétrolier sous embargo américain, c'est 110 000 Juifs qui quittent la Roumanie pour Israël en 2 ans. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et le ministère des Affaires étrangères israélien dit à Ilin, si tu réussiras, tu seras un héros. Mais si tu échoues, on ne te connaît pas. C'est classique. Classique, rien de nouveau dans ce monde. Puis il y a une pause, et puis vient l'histoire que Sonia vient très bien de vous raconter, c'est l'histoire de Jacobert qui, contre l'argent des familles, il achète des spermes de taureaux, des porcs, des vaches pour l'agriculture roumaine. Mais ça dure seulement entre 58 et 66 parce que les Israéliens reviennent et il y a une histoire très compliquée parce qu'il y a 3 volets. Les Israéliens paient les Roumains pour chaque Juif qui quitte pour Israël en proportion avec leur éducation. On ne paie pas pour les enfants et les retraités, mais quelqu'un qui a des études universitaires a un prix plus grand que quelqu'un qui a seulement le lycée ou qui était un technicien. Donc en fait, il y a un marché du juif roumain. Exactement. Mais il y a 4 catégories. Ça, c'est le prix par tête.
Puis il y a un deuxième volet, le commerce extérieur, parce que la Roumanie a exporté 3 fois plus, 2 fois plus, 4 fois plus en Israël, en comparaison avec ce que Israël exportait en Roumanie. La différence, c'était chaque année cash. Et enfin, tous, je pense, dans cette salle, nous aimerions avoir des prêts bancaires sans intérêt. La Roumanie faisait des grands prêts bancaires et Israël payait l'intérêt. Alors, ce n'est pas seulement le prix par tête, c'est très très compliqué et ça va durer jusqu'à 89. Et c'est combien de juifs roumains qui partent en Israël en tout? Après, je pense plus de 200 000. Plus de 200 000. Le total. Oui, c'est ça. À partir de 48 jusqu'à 89. Je crois qu'il y a un micro forcément disponible dans la salle et le temps passant très vite, c'est tellement passionnant. Vous écoutez, on va passer le micro. Il y a 2 micros et on va prendre plusieurs questions. Donc on va par groupe de 3. Donc monsieur, peut-être pour commencer. Madame. Ça marche. Je voudrais commencer d'abord par un petit morceau de Hannah Arendt, si vous permettez. Et après, la question liée avec ça. Lorsque la rébellion des légionnaires commença le 20 janvier 1941, le massacre se poursuivit pendant 3 jours dans la banlieue de Bucarest, Straulesti. Les Juifs ont été tués par des étudiants, des ouvriers de grandes usines et même des lycées. Le centre rituel de ce pogrom, le plus terrible de l'histoire de l'Europe, était un service nocturne dans l'église orthodoxe centrale de la ville. Ils ont enterré 14 légionnaires tués il y a 2 ans, parmi lesquels se trouvait le leader du mouvement, Corneliu Zela Codreanu, déclaré saint national. Interprétant des hymnes d'église, accrochant autour du cou des sacs contenant de la terre provenant de l'enterrement des camarades, se coupant des poignets et buvant des sangs des uns et des autres dans un bol commun, s'aspergeant d'eau bénite, les légionnaires ont fait irruption dans l'un des quartiers juifs de la ville. Ils ont capturé 200 hommes, femmes, enfants, rempli plusieurs camions à pleine capacité, les ont emmenés vers les abattoirs municipaux, bâtiments en briques rouges, dessous de Bucarest, et les ont fait passer sur un tapis roulant de débitage de carcasses. C'était comme si l'ombre de comte Dracula sutinait du sol de Transylvanie, s'épaississant sur le pays devenant dense, active et mobile. Et l'horreur des camps de concentration roumains était plus complexe et plus monstrueuse dans tout ce que nous savons sur les actions similaires en Allemagne. C'est Hannah Arendt. Ma question est, s'ils étaient mis à mort avant de me mettre sur ce tapis? C'est la première question. Et d'abord, une remarque. Tandis que les Allemands tuaient en faisant leur travail, leur job, sans passion. Ici, on voit la passion vraiment mystérieuse. Oui, la haine qui était, à mon avis, qui n'existait dans l'autre cas, dans d'autres pays. Comment on explique tout ça? Merci. On va prendre la question de madame. Je voudrais faire un écho et rebondir sur ce que vous avez dit, madame de Villers, et poser aussi après une question à monsieur Ioannid. Mon père est de Tchernovitz, donc de Bukovine, ma mère de Botoșani en Moldavie. Moi, je suis née à Bucarest.
Je suis venue en France avec mes parents et ma sœur, donc à l'âge de 8 ans, 1 an après votre famille. Et vous avez dit, en fait, un peu votre étonnement sur le fait que votre famille disait, en fait, c'était comme ça, on acceptait des choses qui, pour vous, étaient complètement révoltantes. Moi, je me souviens, j'ai toujours su, avant d'être née, que j'allais venir en France. Mes parents allaient chaque année, la nuit, déposer une demande à l'ambassade d'Israël pour venir en France. Pour partir en Israël, parce que excusez-moi si je prends 2 minutes, parce que ce sont les informations, je pense, qui peuvent intéresser les gens. En fait, la Roumanie étant considérée par les communistes comme le paradis, on ne quitte pas le paradis, sauf les gens qui ne sont pas des vrais Roumains, et en plus en payant. Voilà. Et donc, il fallait le faire la nuit. Pourquoi ? Parce que mon père était polytechnicien, il travaillait à Ipromet, donc une grande entreprise. Il avait toute une équipe, et donc il ne fallait surtout pas qu'on sache qu'il voulait partir. Sinon, il ne pouvait plus travailler, donc c'était la débandade. Et même nos voisins n'ont su que le matin de notre départ qu'on allait partir. Et on a vu arriver nos remplaçants, puisque c'était... Voilà. Bon, je vais faire vite. Donc, en fait, vous avez dit que c'est... moi, je n'avais pas conscience de la violence de ce qu'on vivait. Mon père nous racontait, il était dans un camp de travail des Roumains. En fait, comme il était polytechnicien, du coup, c'est lui qui distribuait les parts au millimètre près, mais il nous racontait ça presque en riant. C'était anecdotique. Pareil. Pourquoi ? Parce que, en fait, moi, j'ai la sensation d'avoir une famille, de porter en moi toute cette diaspora, toute cette migration. Quand ça allait mal quelque part, on allait ailleurs. Donc, on est devenu pragmatique. On ne peut pas perdre du temps pour s'apitoyer sur soi-même. Et je vous remercie, Madame de Villers, parce que lorsque je suis venue vous écouter, bien sûr, j'ai lu votre livre et j'ai pleuré aussi, quand je suis venue vous écouter au MK2 à la bibliothèque, j'ai pris la parole aussi. Et grâce à vous, ça fait des quarantaines d'années que je n'avais pas pleuré. Et en fait, les sanglots parce que l'émotion est revenue. Je me suis autorisée, parce que vous m'avez laissé donner l'opportunité, de par votre livre, de reconnaître que c'était violent. Parce que je pense que c'est ce que raconte l'historien Yvan Jablonka, c'est-à-dire que il faut 3 générations, et c'est souvent les petits-enfants. Mais moi, je suis venue en France aussi, je ne suis pas la 3e génération, je suis Justement, la 1re génération. Parce que vous l'avez vécu comme ma mère l'a vécu. Je pense que ma mère, elle aurait pas eu elle se serait pas donné la liberté de raconter. Elle se serait sûrement pas donné la liberté d'écrire, et encore moins de publier. Voilà. Alors, il se trouve que moi, je l'ai pas vécu, et donc c'est pas inscrit dans ma chair. Voilà. Et donc je pense que c'est ça la 3e génération. Et pour aller très vite, parce que je sais qu'il y a beaucoup de déco, en fait, Monsieur Ioannid, en fait, moi je ne sais pas si... je sais qu'on a été acheté, ça c'est clair. Notre famille, qui était déjà avant la guerre, du côté de mon père, en France, il y a 2 frères et 2 oncles aux USA. Donc je sais qu'on a été acheté quelques milliers de dollars par personne. Ce que je ne sais pas, puisque j'ai appris cette histoire d'échange, est-ce qu'on fait partie des gens où on m'a donné une valeur en dollars qui équivaut à des ports ou machines-outils, ou est-ce qu'on a vraiment été acheté contre de l'argent, puisqu'il y avait certainement plusieurs systèmes qui coexistaient, j'imagine. Alors, j'aimerais savoir où est-ce que je peux essayer de voir si notre nom figure quelque part. Vous avez écrit un livre, donc je peux acheter le livre en anglais, mais ce n'est pas la liste totale. Où est-ce que je peux, s'il vous plaît, parce que je vous ai rencontré aussi, donc hommage après, on a échangé, j'ai pris votre carte de visite. Moi j'ai reçu, sachez-le, des dizaines et des dizaines de lettres de gens disant « Et moi, où est-ce que je peux trouver le nom de ma famille ?» Alors j'ai essayé de téléphoner, vous m'avez donné votre carte de visite très aimablement, je vous en remercie, mais je tombe sur un fax. Je vous ai envoyé un mail en roumain. Un fax. Un mail en roumain, et j'ai utilisé un logiciel de conversion parce qu'il n'y a pas de caractère roumain, et je n'ai pas reçu de réponse. Bon. Je pense que j'ai des réponses à les 2. Je m'excuse, les 2 questions. Premièrement, la question de monsieur. Monsieur, je m'excuse, mais il faut se méfier des philosophes. Il faut se méfier des philosophes. Et j'inclus dans cette catégorie Hannah Arendt. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Ma mère était philosophe, mais attention, il faut se méfier des philosophes.
Et je vais vous expliquer pourquoi. La garde de fer était vraiment sauvage et ils ont tué d'une façon absolument cruelle les Juifs de Bucarest. Pas de 100, mais 120. Moi, je suis historien, Hannah Arendt était philosophe. Deuxièmement, oui, il avait des petits sachets de terre autour de leur cou, mais ils n'ont jamais bu le sang de leurs camarades. Ça, c'est de la fantaisie allemande, je ne sais pas quoi. Elle avait un goût étrange, cette dame, spécialement quand il s'agit de Heidegger. Mais enfin, passons. Passons. Mais je vais vous donner un exemple, et nous avons parlé de ça à Morges. Elle dit à un certain moment, les Roumains, dans Eichmann à Jérusalem, les SS étaient effrayés par la cruauté des Roumains. En effet, il y a un document, et vous avez en parlé un peu, de l'Einsatzgruppe de Otto Ollendorf, qui écrit au chef de l'état-major roumain et dit la chose suivante. C'est très bien que vous tuez les Juifs, mais attention, il faut les enterrer. Il faut les forcer à creuser leur tombe. Vous ne pouvez pas les laisser au milieu de la rue et vous ne pouvez pas vendre leur habit. C'est-à-dire, vous avez raison et vous n'avez pas raison. Ils ne buvaient pas du sang. C'est Hannah Arendt qui exagère parce qu'elle ne connaît pas. Elle attend certaines choses à Jérusalem, mais elle n'est pas historienne. Je regrette, mais je peux pas. Je peux continuer sur ce sujet. Pour vous, madame. Non. Attendez. On a mis 200 juifs, hommes, femmes, enfants, on les mis sur le tapis de traitement des cadavres. Ça n'existe pas. C'est Hannah Arendt qui invente des choses qui ne se sont passées. Non, ça n'existe pas. Je regrette. Ça n'existe pas. C'est pas vrai. On ne peut pas inventer des choses. Oui, on peut inventer si on est philosophe. C'est exactement mon point. Je regrette. Votre question, la réponse à votre question est très simple. Ça va vous coûter beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a un fonds qui s'appelle Dunărea, le Danube, elle est totalement déclassifiée. Vous pouvez le consulter, mais il s'agit de 30-35 milliers de pages. Malheureusement, les listes des gens qui ont été vendus ne sont pas en ordre alphabétique et même ne sont pas groupés par les années, mais par des choses qui... c'est-à-dire ce sont des dossiers opérationnels de la police secrète et parfois dans des dossiers comme celle-là, il y a des documents qui s'éparpillent sur 5 années ou 3 années. Alors la seule solution vraiment, au moins que vous avez de la chance, d'aller à Bucarest. Il ne vous coûte pas beaucoup de copier, c'est 10 centimes probablement par page, mais vous devez copier, leur dire vous voulez toute la collection. Autrement, une trentaine de milliers. Ou vous allez à Bucarest, vous installez dans un bon hôtel et vous essayez de trouver les pages liées, parce que le problème des archives de la Shoah, en général, et pas seulement, sont que les index, un dossier est décrit par quelques mots seulement. Et les index ne sont pas utiles. On vous donnera ça après. Juste une petite remarque. Vous avez dit, Monsieur Duroy, qu'en Roumanie, on ne sait pas ce qui se passe. Et vous avez posé la question directement à Monsieur Ioannid qui n'a pas répondu. Pourquoi on ne sait pas? J'ose changer le temps. On ne savait pas, maintenant on sait beaucoup plus, parce qu'il y a eu un changement en 2003. Mais c'est vrai que l'histoire de la Shoah et la politique de la mémoire était construite de telle façon sur le régime communiste que c'était impossible de savoir. Et ça, c'est une cause. C'est-à-dire, c'est la politique roumaine communiste qui niait l'existence de la Shoah en Roumanie, pas en Transylvanie du Nord, parce que nous, les Roumains, nous sommes bons, les Hongrois, terribles. C'était ça la ligne du parti.
Mais il y a une responsabilité occidentale aussi, parce que Madame Annette Vivorca va témoigner, si c'est nécessaire, dans cette direction. Pour trop longtemps, la historiographie de la Shoah à l'Ouest était polonocentriste et allemando-centriste. C'est-à-dire, personne ne parlait de la Croatie, personne ne parlait peut-être parfois de l'Hongrie, personne ne parlait de la Yougoslavie, personne ne parlait de ce que Père Desbois a fait plus tard, la Shoah par balle, c'est-à-dire les exécutions sur le front de l'Est. Personne ne parlait de la Bulgarie. Les Bulgares sont des saints, n'est-ce pas? Personne ne parlait de la... sauf qu'ils ont tué 12 000 Juifs de Thrace et de Macédonie. Personne ne parlait de la Roumanie, personne ne parlait de l'Ukraine. Et ça, c'est une responsabilité occidentale, même en France. Jusqu'à président Chirac, la responsabilité française n'existait pas. Après 2003, les choses ont changé parce que le gouvernement roumain a accepté sa responsabilité dans la Shoah roumaine et il y a des institutions, il y a des jeunes chercheurs qui y travaillent. Ce n'est pas la même situation. Et quid des programmes scolaires? Parce que moi, le nombre de gens qui sont venus me voir Radou en signature et qui m'ont dit « Alors moi, à l'école, on ne m'a jamais rien raconté. Je ne peux pas vous dire exactement quel âge ils ont. Mais les programmes scolaires, ils disent quoi en Roumanie ?» Non, mais ce n'est pas évoqué dans les livres scolaires. Enfin, moi, en Ukraine, en tout cas, à Tchernovitch, à Mogilev, à Sekoureni, j'ai demandé à consulter les bouquins des écoles. Ce n'est pas mentionné. Donc, il n'y a pas, je m'excuse, il n'y a pas de juifs dans l'historiographie soviétique. Il y a des citoyens pacifiques soviétiques. Et c'est le nom-code pour les juifs. Il n'existe plus. Madame? Mais ce n'est pas pour être désagréable, au contraire, avec M. Radu Ioannidis, mais à Bucarest, la dernière fois, quand je me suis plaint qu'il n'y avait pas suffisamment d'historiens qui travaillaient dessus, j'ai cité Radu Ioannidis, et la réponse a été oui, mais parce qu'il est juif, lui, c'est normal, ça l'intéresse. D'accord? Donc, c'est quand même violent, quoi, d'entendre ça. Donc, on ne s'y intéresse pas. Moi, je voulais juste n'intéresse que les juifs, d'accord. Je voulais juste apporter un témoignage, je suis là. J'ai quitté la Roumanie en 89, mais j'avais 20 ans, donc j'ai fait, en 85, j'ai fini le lycée. Et effectivement, je n'ai jamais entendu parler de ce qui s'est passé en Roumanie. Et j'ai appris ce qui s'est passé ici, au musée de la Shoah, quand ils ont organisé des journées sur la Roumanie et d'autres. Il y a eu 3 pays, je crois. Et je me rappelle que je suis rentrée chez moi et j'ai appelé mes parents et j'ai dit « Mais c'est vrai, on a fait ça ?» Et ils n'ont pas eu... Enfin, voilà, ils n'ont pas voulu me donner une réponse franche et honnête. Et je voulais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un peu répondu à ma question en disant « Est-ce que les manuels scolaires en parlent ?» Parce que moi, il n'y a pas si longtemps que ça, et voilà. Et est-ce qu'il y a un musée de la Shoah à Bucarest? Est-ce qu'on célèbre la journée de la déportation? Enfin, est-ce que tout ça, est-ce que le gouvernement... Et lisez le roman de Lionel, parce que lui, il a inventé un personnage de femme qui passe des coups de fil à ses parents en leur disant... C'est exactement ce que vous racontez. C'est votre scène. Il y a la même scène dans le roman. C'est pas possible, vous m'avez jamais rien raconté, et les parents qui... Ouais. Non, exactement la même scène. Mais vous savez, tout le temps où je travaillais sur le pogrom de Iași, je travaillais avec des Roumains, bien sûr, puisque j'avais les photos qu'a publié Radu Ioannidis, j'avais, bon, voilà. Et j'ai entendu en permanence, non mais Lionel, vous exagérez beaucoup quand même. Et c'est très pénible, vous savez, parce que les fosses communes, elles sont au cimetière juif au-dessus de la ville. On peut monter, c'est d'immenses dalles en béton avec l'étoile juive dessus. Il n'y a pas les noms, parce qu'on n'a pas réussi à nommer, voilà, là aussi c'est effrayant, quoi. Mais personne ne va au cimetière juif. Vous faites attaquer par les chiens, de toute façon. Il y a 50 chiens qui vous sautent dessus quand vous y arrivez, c'est extrêmement dangereux. Et il y a une vieille dame qui garde le cimetière juif, mais c'est, voilà. Et un jour, je suis arrivé, il y avait des belles tentes blanches, comme pour les mariages, devant, dans la Gadoue. Et il y a des cars qui sont arrivés direct de Tel Aviv. Il y a des juifs qui sont descendus et j'ai commencé à discuter avec eux. J'ai dit, mais vous arrivez directement d'Israël? Et ils m'ont dit, oui. J'ai dit, où vous dormez? Ils ont dit, on ne dort pas à Iași, on repart directement. Et donc, du coup, est-ce que vous qui représentez un peu le gouvernement, je ne sais pas, est-ce que... Parce que
Vous êtes ambassadeur, donc est-ce que vous pouvez nous dire Pour clairement répondre, je vous réponds comme ambassadeur, mais je vais répondre comme historien aussi. Je suis la même personne. Je ne fais pas de séparation. Écoutez, premièrement, pour rester pour un moment sur Yash, c'est vraiment poignant et c'est vraiment très impressionnant parce qu'il y a cette dalle immense où sont enterrés les Juifs qui ont été massacrés dans la ville, sans nom, parce que nous avons seulement les noms des victimes des trains qui ont été enregistrés. Et de l'autre côté de l'allée, il y a les tombeaux des soldats juifs qui sont morts pour la patrie pendant la Première Guerre mondiale. 2 générations qui sont face à face. Et ça nous dit quelque chose. Mais pour répondre à vos questions, on construit maintenant un grand musée de la Shoah à Bucarest. Déjà, ce qu'on appelle design, les plans de l'exposition permanente, c'est une compagnie américaine-israélienne qui a gagné la compétition. On a des problèmes avec le maire de Bucarest, mais ça existe et il y a des fonds européens pour construire ce musée. Il y a un monument très sérieux et très grand au milieu de Bucarest sur la Shoah en Roumanie, sur la destruction des Juifs et des Roms pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et le jour de la Shoah, ce n'est pas comme des autres pays, parce qu'il y a des pays qui n'ont rien à voir avec Auschwitz, et leur jour de la Shoah, c'est janvier, 25 janvier, n'est-ce pas? Bon, en Roumanie, c'est le 9 octobre, quand les autorités roumaines ont déporté les Juifs de Bessarabie, en Bucovine, en Transnistrie, où il y a eu au moins une centaine de milliers de Juifs roumains tués. Je ne parle pas maintenant des Juifs locaux aussi qui ont été tués. Enfin, en ce qui concerne l'éducation, il y a des centaines de professeurs de lycée qui ont été formés aux États-Unis, en Roumanie ou à Yad Vashem. Mais je dois vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent rien. Mon père, qui était un juif soumis aux travaux forcés, qui vivait à Bucarest, ne connaissait à peu près rien de ce que s'est passé en Bessarabie, en Transnistrie, bien qu'il était très sensible à ces sujets-là. Moi, j'étais dans une autre vie sociologue et je peux vous dire la chose suivante. 30% des Roumains, ce sont des statistiques officielles, sont antisémites parce que les Juifs ont crucifié Jésus-Christ. Ce n'est pas lié à Israël, ce n'est pas l'antisionisme français ou britannique. C'est l'antisémitisme religieux classique. 50% disent qu'Antonescu était criminel de guerre, 50% disent que ce sont les Allemands qui ont fait le choix seulement. C'est-à-dire, c'est mélangé, c'est donnant-donnant, les choses se transforment lentement, c'est compliqué. Merci. Dans ce travail de mémoire et de reconnaissance par le gouvernement roumain, quel est le pourcentage des biens confisqués qui ont été rendus aux familles? Est-ce qu'on a une idée juste de ce que ça représente, puisqu'il y a eu une sorte aussi de date de péremption, parce qu'il y avait juste et c'est intéressant parce qu'on parle de toutes ces vies qui ont été brisées, mais il y a eu aussi les conditions de tout laisser derrière. Évidemment, c'était une grande chance de partir, comme vous disiez, c'était une perspective intéressante de dire c'était une chance de pouvoir partir, mais ça aussi. Je suis juste intéressée parce qu'on voit quand même en fil de ligne que toutes les personnes qui sont parties ont mis un énorme voile, n'en ont pas parlé et ont fait le deuil de tout ça. Et je serais intéressée de savoir qui a vraiment réclamé, entre guillemets, la restitution des biens. C'est une question très importante et la réponse sera, avec mes excuses, très compliquée. Il faut séparer fascisme et communisme, premièrement. Et là aussi, il faut parler géographie. Parce que la grande majorité des Juifs de Transylvanie ne sont pas revenus. Et leurs avoirs, bien que, en principe, l'État est obligé de donner leurs avoirs aux communautés juives locales, ils les ont confisqués, distribués, vendus et tout ça. Une situation similaire dans la Bucovine du Sud,
où la plupart des Juifs, au moins 2/3, ne sont pas revenus. Pour le royaume, c'est différent parce que les Juifs sont restés sur place et même si leurs avoirs ont été confisqués, ils ont pu plus ou moins les récupérer immédiatement après la guerre. Maintenant, venons au communisme. Ici, c'est plus compliqué. Il faut parler de nouveau de deux volets. J'aime pas ce sujet simplement parce que pour moi, comme historien, c'est plus important de penser aux gens et leur souffrance et ce que s'est passé avec eux. Mais l'aspect économique est important. Moi, je peux vous dire les choses suivantes. Il faut de nouveau séparer les choses. Pour les avoirs communaux, l'État roumain a restitué, je pense, quelque chose 35-40%. Le reste est dans le système de la justice entre la Fédération des communautés juives et les divers propriétaires. Je parle des synagogues, je parle des bains communaux, tout ce qui appartenait à la communauté juive. Quand il s'agit des propriétés personnelles qui ont été confisquées par le régime communiste, des appartements, d'autres choses comme ça, en général, je ne vois pas de différence entre un Roumain ethnique et un Juif, parce que si on a un bon avocat à Bucarest, si on a eu, les choses ont fonctionné. Mal, mais elles ont fonctionné, mais ça a été long. Très long, très lent, avec des imprécisions et des problèmes, mais ont fonctionné. Je vous donne un exemple extrême. J'ai eu un ami, parce qu'il est mort, qui s'appelait Max Auschnitt. Il avait les plus grandes fonderies de Roumanie, Reșița et Calan, 50 millions de dollars, et ça demeure à Bucarest qu'il a vendu contre 5 millions d'euros. Mais il y a bien sûr des gens qui ont perdu leur procès parce qu'ils n'avaient pas de papiers ou qui sont toujours dans des tribunaux. En général, en ce qui concerne les propriétés mobiles, c'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Un seul exemple, les Juifs qui ont traversé le Dniestre ont été déportés en Transnistrie, ont été vraiment leurs avoirs ont été confisqués sur le Dniestre par la Banque nationale roumaine. Puis les Russes sont venus, on dit, ce sont des Juifs de Bessarabie, de Bukovine, vous nous donnez tout ce que vous avez confisqué. Bien sûr que ces propriétés ne sont pas retournées aux survivants, même s'il y en avait. C'est une affaire très, très compliquée. Très compliquée. Ça dépend du temps, ça dépend du régime, ça dépend de régions géographiques. En général, l'accès est OK, même à la Banque nationale, l'accès aux documents. Vous savez peut-être que Sonia travaille tôt demain matin. Donc un grand merci d'abord à tous les quatre. Merci à vous tous.